Alger, RTF. Tragique disparition des 21 hommes d'une patrouille entre Ménerville et Palestro. Dès hier, on formulait des doutes sur les chances de retrouver vivants les militaires enlevés par les rebelles. Surtout depuis la découverte, dans l'après-midi, des cadavres de 2 d'entre eux, suivis dans la soirée de celle de 15 autres cadavres, dans ce secteur de triste mémoire où la sauvagerie du paysage n'a d'égal que celle des bandes qui y opèrent. 18 mai 1956. C'est le choc en France. Les soldats tués sont des rappelés du contingent. Leurs corps sont retrouvés mutilés. Pour les Français, le nom de Palestro s'impose immédiatement comme symbole de la cruauté de l'adversaire. En Algérie, Palestro, c'est d'abord le nom d'un bourg colonial qui s'est étendu dans la vallée de l'Isère, à l'entrée des montagnes de Kabylie. L'un des derniers territoires à avoir rendu les armes lorsque les Français ont conquis l'Algérie au XIXe siècle. La colonisation a pris les terres, repoussé les habitants d'origine dans les montagnes, bouleversé leur mode de vie. Ceux qu'on appelait les indigènes n'ont-ils jamais oublié? Alors que partout en Algérie, depuis 1 an et demi, l'armée française se déploie pour faire face aux attentats des indépendantistes algériens, l'embuscade du 18 mai 56 réouvre d'anciennes failles. Elle rappelle qu'à Palestro, comme ailleurs en Algérie, la violence brutale n'est pas nouvelle. Pour en saisir le sens, il faut peu à peu remonter l'histoire de cette vallée, jusqu'aux origines de la colonisation, un siècle plus tôt. Depuis 2 ans, la fièvre s'est emparée de l'Algérie. Les attentats ne cessent à un endroit que pour reprendre à un autre, alimentés par les propagandes mensongères et les méthodes de terreur. Les ruptures de communication ne se comptent pas plus que les poteaux arrachés et les sabotages de voies ferrées. Trafic interrompu, difficultés de transport, insécurité des liaisons. C'est, sur la route, un autocar attaqué, ses passagers abattus. Ce douloureux spectacle des fermes incendiées, des cadavres qui unissent dans la mort les populations européennes et musulmanes, victimes des attentats de hors-la-loi, posent en lettres de deuil le problème algérien. Face aux actes de violence qui se multiplient, le gouvernement de Guy Mollet nomme pour la première fois un ministre résident en Algérie, Robert Lacoste. En mars 1956, Guy Mollet obtient du Parlement des pouvoirs spéciaux pour résoudre la crise en Algérie. C'est le pouvoir exécutif qui prend dès lors toutes les décisions pour rétablir l'ordre. Une de ses premières mesures est d'envoyer le contingent métropolitain pour pacifier le territoire. Le temps de former les appelés, on mobilise dans l'urgence des hommes ayant déjà accompli leur service militaire. Ils sont rappelés pour 6 mois et envoyés en Algérie dès la fin du mois d'avril 1956. Les troupes sont déployées en petites unités. Les gorges de Palestro sont un haut lieu stratégique. Depuis Alger, elles conduisent vers les régions sensibles de Kabylie et du Constantinois. Route nationale, chemin de fer Alger-Constantine, toutes les voies de communication passent par les gorges. 3 sections du 9e régiment d'infanterie coloniale s'y installent. Quelques jours à peine avant de tomber sous le feu de l'embuscade, la section dirigée par le sous-lieutenant Arthur prend ses quartiers au milieu des gorges, dans une maison cantonnière. Lettre du sous-lieutenant Arthur à ses parents, le 16 mai 1956, soit 2 jours avant l'embuscade. Quelle vie passionnante et merveilleuse, seul à la tête d'une section et d'un poste. Mon travail consiste surtout à l'aide de patrouilles et de prises de contact avec les douars à faire renaître la confiance. Henri Bourdet a 22 ans à l'époque de l'embuscade. Il a été rappelé dans la même compagnie que le sous-lieutenant Arthur et ses hommes. Comme eux, il est affecté dans les gorges de Palestro. On faisait rien, on s'installait, puis on attendait. Quoi? Peur? Pas encore. Pas encore, parce qu'il ne nous était rien arrivé. On entendait
oui, un attentat ici, il y a quelqu'un d'assassiné qu'on a retrouvé, mais bon... donc vous voyez, on communiquait bien avec les gens, on allait au marché, et on était installés sous des tentes. Ici, ici. Et on vivait en bonne intelligence avec les gens. Là, c'était un petit arabe qu'on avait quasiment adopté, qui était tout souriant, qu'on avait photographié. On avait construit un mur de protection parce qu'on nous avait dit que on aurait pu être éventuellement attaqué. On a monté ça en s'amusant. C'était, entre guillemets, presque des vacances. C'est l'endroit où la rébellion a commencé, c'est le Benir Alfoun. Le Benir Alfoun, il est au... Je ne peux pas vous dire s'il est au nord ou au sud, j'en sais plus rien. Ça va être au nord-est de Palestro. René Zieugelet était gendarme à Palestro depuis 1 an au moment de l'embuscade. Avant l'arrivée du contingent, la gendarmerie était la seule force de l'ordre présente dans la région. C'était Krim Belkacem qui était là-dedans. Hein, ça, c'est vieux Krim Belkacem. Alors là, le marquis s'est monté. Nous avions le douar qui était au-dessus. Je ne me rappelle plus du nom, hein, mais là, on en a eu des types à rechercher. Incroyable. Comment on les appelait à l'époque? Les Fellagas, ou les... Ouais, Fellagas. C'est vous qui les recherchez? Ben, bien sûr. Qui voulez-vous qui recherche? À l'époque, la France refusant de reconnaître l'état de guerre en Algérie, les gendarmes accompagnent les militaires dans leurs opérations dites de maintien de l'ordre. Toute mort violente est censée faire l'objet d'une enquête et d'un procès verbal. Alors, on faisait des contrôles. Moi, en principe, chaque gendarme, il avait un petit calepin, avec la liste des personnes à rechercher. Des personnes à rechercher aussi bien à contraindre par corps que n'importe quoi, s'il était dans la rébellion, parce qu'il y en a qui étaient en rébellion, qu'on recherchait depuis des années. Et alors, lorsqu'on retrouvait un caïd ou un représentant de l'État local, on lui disait, tiens, ben, tel qui est né chez toi, là, tu sais pas où qu'il est? Il est dans le maquis, celui-là. Bon, ben voilà, s'il le voyait, il vous le disait pas. Hein. Au-dessus des gorges de Palestro, 2 massifs se font face. Les Benir Alfoun à l'est et les Hamal à l'ouest. Benir Alfoun, Hamal, c'est aussi le nom des habitants qui vivent ici depuis toujours. À partir de 1945, parfois bien avant, dans les années 19e siècle, il y avait déjà ce qu'on appelle des bandits d'honneur, menfiyés. Donc l'idée de maquis, des gens qui prennent le maquis, qui sont opposés aux gendarmes et tout, c'est une idée avec laquelle nous avons grandi. Mohamed Boukercha avait 10 ans au moment de l'embuscade. Membre d'une des grandes familles de la région, il est le descendant direct du caïd Ben Daman, chef de la tribu des Hamal au 19e siècle. Moi je me souviens, mon oncle Mohamed Madani, Kifif, était au maquis depuis les années 48, 49. Il était au maquis, il a payé le maquis. Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des maquis se sont constitués en Kabylie. On y retrouve des nationalistes de premier plan, figures historiques algériennes telles que Belkacem Krim, Hosseini Ahmed, et plus particulièrement chargé de l'Algérois et de la région de Palestro, Ammar ou Amran. Amran était dans les environs, il a fait dans les environs de Oulad Ben Dahman, de Ammal, de Jarrah, là-bas, il était là-bas, enraciné là-bas. Krim Belkacem, moi quand j'étais ma circoncision en 1952, il assistait, il était là. Moi j'étais trop jeune pour le savoir, mais mon père les avait invités. Krim Belkacem, ou Amran, et Ahmed, qui étaient là, d'autres que je ne connais pas, qui étaient là au maquis, c'est-à-dire des clandestins, au maquis, dans le maquis. Donc 54, ça s'est allumé, c'est allé crescendo. Ça, l'organisation des maquis, ça c'est culminé avec l'embuscade de Jarrah. L'embuscade de Jarrah, ce que les gens appellent l'embuscade de Palestro.
Début 1956, sur les hauteurs de Palestro, l'ALN, Armée de Libération Nationale, est déjà active, mais manque d'armes et de munitions. Des jeunes Algériens qui effectuent leur service militaire sous le drapeau français désertent pour rejoindre le maquis. Parmi eux, un jeune Algérois, ouvrier fraiseur de 22 ans, Moustapha Rodja. Sous le nom de guerre de Ali Rodja, il prend la tête d'une section bientôt considérée comme un commando de choc. Ce sont ces hommes qui tendent l'embuscade de Palestro. Ça, c'est la première section du commando qui était dirigée directement par Ali Rodja. Une section. Ça date de 1956. Siazdin a un parcours proche de Ali Rodja. Ouvrier à Alger comme lui, il est également monté au maquis à l'âge de 20 ans, en 1955, et prendra sa succession à la tête du commando, fin 1956. Ali Rodja, quand il est monté au maquis, il a amené avec lui un fusil mitrailleur. Il a déserté avec un fusil mitrailleur. Ils étaient 3, je crois. 3, ils ont déserté. Et ils ont amené avec eux plusieurs armes. Début 1956, dans les villes, les villes étaient partagées, contrôlées, 50-50, entre le FLN et l'armée française. Tandis qu'au maquis, nous étions les rois de la nuit, mais dans la journée, on ne sortait pas. Ali Rodja, il a osé le premier à sortir en plein jour. En plein jour, parce que nous, on circulait que la nuit. À partir de 1956, et avec la venue d'Ali Rodja, on a pris le contrôle de la journée aussi. Ali Rodja organise ses hommes en petits groupes mobiles. Bénéficiant d'une parfaite connaissance de ces reliefs accidentés, rompu à la guerre de guérilla, il privilégie les attaques éclairs à l'affût de la moindre opportunité. En bas, dans la vallée, les hommes du 9e régiment d'infanterie coloniale s'installent. Nous étions rappelés, hein, c'est une différence, hein, parce qu'on était revenu à la vie civile après nos services militaires pendant une période d'1 an à 18 mois. Mais pendant la quinzaine de jours qui a précédé notre départ en Algérie, on n'a eu aucune formation militaire spécifique de quoi que ce soit. On nous a fait défiler avec, si je me souviens bien, avec des fusils à Rueil, peut-être, mais c'est très vague dans mon esprit. Mais enfin, on n'avait aucune instruction, pas de séance de tir, pas de formation, rien, ce qui s'appelle rien. À l'annonce du rappel pour l'Algérie, Hervé Arthur a 30 ans. Il est l'aîné d'une famille nombreuse de tradition catholique. Il a vécu au Maroc, a fait son service militaire dans le sud algérien. Il s'est porté volontaire pour aller, comme il le disait toujours, pacifier. Il ne partait pas faire la guerre, il voulait pacifier l'Algérie. Il avait les idées que 50 ou 45 millions de Français avaient à l'époque. C'est-à-dire de l'esprit colonialiste, si vous voulez, de la supériorité, de notre supériorité et de l'apport que l'on pouvait faire aux Arabes, de leur transférer un peu notre supériorité. Consigne du sous-lieutenant Arthur à ses hommes. L'arabe et le kabyle aiment les chefs, la force, la netteté. Prendre contact de chef à chef. Surtout ne pas s'inspirer des mœurs politiques françaises qui sont à l'envers de la psychologie arabe. Et on pouvait voir l'ennemi venir à 2 kilomètres. Je peux même vous raconter des anecdotes. Les premiers temps, les soldats avaient des chaussures à clous. On rigolait parce qu'on les entendait à 800 mètres. Zidane Chérifi est natif de l'un des petits villages des Hamals, où le sous-lieutenant Arthur effectue ses missions de reconnaissance. Il avait 7 ans en 1956. Quand les soldats montent en opération, tout le monde s'enfuit, tout le monde se cache. Il reste les femmes et les enfants. Les femmes sont groupées, mais les enfants continuent à jouer comme si rien n'était. Ils faisaient exprès d'ailleurs. Mais quand les soldats montaient, on nous a donné la consigne de les compter. Compter à l'aller et au retour. Pour voir s'il en reste encore, s'il y a un piège quelque part.
Si on ne donne pas le chiffre exact, eh ben, personne ne sortait, les gens étaient méfiants. Avec ce qu'il y a eu dans l'histoire du sultan Arthur. Quand ils sont montés, j'étais là-bas, je les ai comptés aussi. Et 2 heures après, on a entendu le fameux fusillade. Personne n'est revenu. Le 18 mai 56, au lever du jour, le sous-lieutenant Arthur et 20 de ses hommes poursuivent leur reconnaissance. Objectif, un village dans la montagne à quelques 7 km au-dessus des gorges. Au retour, près du village de Djerrar, ils tombent dans une embuscade. Pierre Dumas, le seul survivant, raconte. On est arrivé juste, ils nous ont laissé approcher à 25-30 mètres et ils ont tiré. Le combat a duré à peu près combien de temps? Un quart d'heure, 20 minutes, c'est tout. Nous, on s'est couchés, on a tiré. Et tous les autres étaient tombés. Hein. Alors, vous tiriez à ce moment-là sur un objectif qui était probablement très peu visible. Sur les rochers, comme ça venait des rochers. C'est ça. Puis après, ils nous ont encerclés, ça venait de tous les côtés. Là, ils nous ont stationnés, les prisonniers. Ils nous ont pris notre portefeuille, notre montre, ils nous ont pris tout ce qu'on avait. Notre couteau, tout. On a été réveillés à 2-3 heures du matin en nous disant qu'une de nos patrouilles était portée disparue et qu'on n'en avait aucune nouvelle. Et en plein milieu des gorges, on nous a débarqués et on a pris un sentier de chèvre qui montait dans la montagne. Les lieux, c'était un petit village sans prétention, avec des maisons en torchis, très rustiques, très anciens. On y restait, nous, très peu de temps, pour la raison très simple, c'est qu'il y avait 2 corps qu'on nous a demandé de prendre en charge et de repartir avec, sur nos brancards, bien sûr. Mais j'ai donc vu ces 2 corps, mais je n'ai pas vu le reste des corps de la patrouille. Ça fait l'objet de notre explication d'un autre épisode. Ces 2 corps, sur ces 2 corps, il y avait le garçon que j'avais rencontré lors de notre incorporation, oui. Ça fait un choc. Donc on les a mis sur nos brancards et on a essayé de les redescendre. Seul document officiel sur l'état des 17 corps retrouvés, le rapport de gendarmerie. Un militaire est égorgé. Les 16 autres présentent des traces de balles. Tous ces cadavres portent également des traces de couteaux, un peu partout sur le corps. Certains ont les yeux crevés et semblent avoir été écorchés, ce qui laisse supposer qu'ils ont été traînés. Le constat des gendarmes décrit l'état des corps. Il ne révèle rien des circonstances dans lesquelles les dépouilles ont été abîmées. Belkacem Messaoudi est natif de Djerrar, le village près duquel a eu lieu l'embuscade. Il avait alors 20 ans et servait d'agent de liaison du Front de Libération Nationale, le FLN. D'après les rapports militaires français, la participation active des habitants de Djerrar, le village tout proche de l'embuscade, ne fait aucun doute. La plupart des cadavres des militaires français ont été transportés pour éviter les représailles. À cette époque-là, les SAS, pour section administrative spécialisée, sont chargés d'administrer la population algérienne jusqu'au moindre petit village. Leurs officiers sont aussi tenus de faire remonter des renseignements. Sur les circonstances de l'embuscade, le journal de bord de l'officier SAS chargé du secteur de Palestro contient des précisions. Ce sont certainement les habitants de Ouled Djerrar, hommes et femmes, qui ont achevé et martyrisé les soldats de la patrouille. Si, comme l'attestent ces documents,
Les corps des soldats français ont été mutilés. Il faut alors en déduire que les habitants des montagnes, tout en étant conscients qu'ils s'exposaient à d'immédiates représailles, se sont quand même acharnés sur les cadavres. Comme s'ils avaient été saisis d'une rage bien plus forte encore que la crainte de l'armée française. Comme un ultime défi adressé à la puissance coloniale. En France, la presse n'avance aucune réflexion ou analyse sur la motivation et la détermination de l'adversaire. L'acte de guerre des maquisards est présenté comme un horrible fait divers. Les mutilations occupent l'espace mental. Les femmes ramassaient déjà des pierres qu'elles allaient enfoncer dans les orbites des blessés après leur avoir arraché les yeux. Un sergent-chef. Je reviens d'Indochine, jamais je n'ai vu une telle sauvagerie, une telle lâcheté. Les corps vidés de leurs entrailles et bourrés de cailloux. Marqués au fer rouge des initiales Highland. Sur les lieux de l'embuscade, l'officier qui dirige la compagnie et le médecin du régiment, les seuls à avoir examiné les corps, se sont toujours refusés par respect des familles à détailler ce qu'ils ont constaté. Ce silence va alimenter toutes les supputations. Le 23 mai, 5 jours après l'embuscade, une cérémonie militaire présidée par le ministre résident est organisée à Alger avant le rapatriement des corps en France. Des familles des militaires, seule celle du sous-lieutenant Arthur est présente. Son jeune frère... Je ne sais même pas s'il y a eu une autopsie. Il y a eu le constat des militaires retrouvant les corps, mais... Vous l'avez vu, ce constat? Non. Vos parents, vous savez s'ils l'ont vu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Maman, voyant le cercueil d'Hervé, a trouvé que ce cercueil n'était pas très grand. Hervé était grand, il mesurait 1,87 m. Et elle a été jusqu'à mesurer la longueur du cercueil pour être sûre que c'était Hervé qui était dedans, ou que du moins il était entier. On n'a pas vu le corps, on n'a pas vu le corps, on n'a pas vu ce qui lui était arrivé, on n'a pas vu s'il avait été égorgé comme ça a été dit et comme ça s'est probablement fait. On n'a pas vu si on lui avait mis les organes génitaux dans la bouche comme c'était souvent les us et coutumes des Félagas à l'époque. On est resté dans le noir. Il vaut mieux pour mes parents. On disait que c'est souvent l'état dans lequel on retrouvait les corps à l'époque. Est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, j'en sais rien. Mais enfin, on le disait et sa famille, on l'a redouté. Comme les familles des soldats, les Français n'ont jamais su qui avait subi quoi. Ils n'ont jamais su non plus qu'aucun des militaires tombés dans l'embuscade n'avait été émasculé, contrairement à ce qui a été dit et écrit. Pourtant, le nom de Palestro reste associé aux pires brutalités, venant réveiller un imaginaire colonial associant les Algériens à la barbarie. Un effondrement total. Beaucoup pleuraient. Nous avions un aumônier rappelé comme nous, inconsolable. Certains se réveillaient la nuit, pleuraient, appelaient leur mère, des cauchemars terribles, etc. Bon, à la suite de ça, tout de suite après, il y a eu une opération de ratissage phénoménale, avec des unités de parachutistes, etc. Et naturellement, dit ratissage, on s'est retrouvé à Beni Amran avec un certain nombre de musulmans de tous âges, qui vraisemblablement n'étaient pas dans le coup, si on peut dire. J'ai assisté de loin à une scène terrible où des musulmans étaient battus, certains avec la médaille militaire de la dernière, voire de l'autre guerre. Et autour d'eux étaient des appelés et des rappelés.
fou de colère, qui ne se mesurait plus, et qui battait ces gens-là. Et les officiers ne pouvaient rien faire, rien dire. Certains avaient leurs mitraillettes braquées. Il s'en est fallu d'un cheveu qu'on assiste à un massacre qui n'a pas eu lieu. Mais c'était terrible à voir. Ben oui, on tuait tout. Tout ce qui bougeait. On pensait que les bidas, les rappelés quand ils ont vu leurs copains, hein, ou des types de leur âge qui venaient de métropole, qui ont été bousillés, ils ne faisaient pas de quartier. Hein. C'est la guerre, si vous voyez que vos copains ils viennent de se faire flinguer, vous envoyez à côté, là, et puis vous envoyez seulement qu'il se sauve à peine, là, vous lui tirez dedans. Hein. En gros, c'est ça. Mais c'est pas une discussion. Enfin, je veux dire, c'est... Non. Ou vous lui dites de s'arrêter, il sauve. Comment vous avez vu, ils ont été abattus, le type, il tentait de se sauver, quoi. C'est sûr, ça a changé fondamentalement les choses, en ce sens que l'on s'est dit, eh bien maintenant, ça va être eux ou nous. C'est eux qui nous tuent. Si l'occasion se présente, on les tuera. C'est une réaction humaine, mais encore une fois, nous n'avons pas, les uns et les autres, dans les gens que je côtoyais, qui étaient autour de moi, fait quoi que ce soit contre ces musulmans qui, en quelque sorte, trinquaient. Quand je suis remonté de l'école, c'était une terrible effervescence, où les gens couraient dans tous les sens, où les militaires arrivaient de tous les côtés, où les femmes couraient avec leurs ballots, elles essayaient de se réfugier un peu dans les fourrés, chez la famille. Mais la famille où? Puisque tous les hammels étaient ciblés. Ça allait de la route goudronnée jusqu'à vers Bouderbala, ça arrivait peut-être jusqu'à Bouzegza, vers les hauteurs du côté de Sbarbar, tout le monde savait. Le seul chemin de salut, c'était fuir vers la ville. Ma mère m'a dit, il ne faut plus jamais remettre les pieds ici. Et il faut avertir ton père, il faut dire à ton père de ne pas venir et de se préparer à nous évacuer. Ce qui était le cas. Mon père nous avait évacués dans les 24 heures. Mes sœurs, ma grand-mère, sa mère, et ma mère, et tout abandonné. يوميا بدات تحوس القشور الكل وما الشعب يتسزل يسرقوا الكل انتظروا يسرقوا لا تيري في اللبس الغان حوالي 140 واحد قضوا وراي كل كان. Dans le cadre des opérations de grande envergure entreprises en Algérie, 300 à 400 parachutistes, commandés par le général Massu, ont encerclé un village afin de capturer une des bandes rebelles qui prit part à l'embuscade de Palestro. Une vaste opération militaire est lancée. Objectif, poursuivre et anéantir les hommes de Ali Rodja. Des 21 soldats de la section Arthur, seuls 17 corps ont été retrouvés sur les lieux de l'embuscade. Les parachutistes en déduisent que les maquisards détiennent des prisonniers. La traque est suivie jour par la presse en Algérie comme en métropole. Le village de Djerrar est rasé. Au bout de 4 jours de traque dans la montagne, les parachutistes retrouvent le soldat Pierre Dumas, emprisonné dans une grotte. C'est le seul rescapé de la patrouille Arthur. Bon, je pense pas qu'il y ait eu 50 rebelles abattus, qu'il y ait eu 50 personnes de tuées à la suite de cette affaire-là, mais pas par nous. C'est fort possible, peut-être même plus. En France, l'émotion suscitée par l'embuscade est toujours vive, tandis que continuent des manifestations contre les départs des troupes. La politique algérienne du gouvernement est mise en cause. À l'Assemblée nationale,
l'évocation de l'embuscade est l'occasion de débats houleux. Les douloureux événements de Palestro prouvent de quel côté est pratiquée la guerre d'extermination, a dit ce matin M. Robert Lacoste, par le terrorisme, par des exactions toujours plus nombreuses. Début juin, pour renforcer sa légitimité, le gouvernement pose la question de confiance aux députés. Leur vote favorable vaut confirmation de la politique en cours. La répression, en particulier, peut s'accentuer. Quasiment un mois jour pour jour après l'embuscade, le 19 juin 1956, la grâce leur étant refusée, 2 Algériens sont guillotinés dans l'enceinte de la prison d'Alger. L'un a été condamné pour le meurtre d'un garde forestier, l'autre accusé d'avoir participé à un massacre de fermiers près de Palestro. Ils se revendiquent du combat indépendantiste, ils sont traités en criminels. Ce sont les premières exécutions depuis le début de la guerre. L'armée utilise l'image brutale de l'embuscade pour nourrir sa propagande. Dès juin 1956, une brochure illustrée est distribuée aux soldats affectés en Algérie. Mission assignée, détruire les rebelles présentés comme des assassins, égorgeurs, fanatiques. Et cette photo ainsi légendée, voilà un de ceux qui voudraient nous chasser d'une terre à laquelle nous lient 130 ans de civilisation. Mais cette chaîne de montagnes, elle va jusqu'à les gorges de Palestro. Voilà les montagnes de Jarrah, celle où il y a eu l'accrochage. Mustapha El Blidi est monté au maquis à 20 ans en 1955. Il a combattu aux côtés de la section de Ali Roja. Je connaissais bien parce que j'ai marché à pied de l'est jusqu'à l'ouest. 9h, 10h par nuit. On commence à marcher vers 4h de l'après-midi. On commence à marcher jusqu'à le lendemain matin. Dans le lendemain matin, on peut tomber aussi dans un accrochage de 2 jours, 3 jours. On peut tomber dans un ratissage. تضحيتون للوطن خير من الحياة تضحيتون. Élève infirmière originaire d'Alger, Toumia Laribi, dite Baya El Rala, Baya la Noire, a elle aussi rejoint le maquis à l'âge de 20 ans. C'était cette guerre qui nous a soudés, cette amitié. On était là, on voyait la mort tous les jours. C'est ça qui nous a soudés, c'est cette mort. Tous les jours, on voyait la mort. Peut-être qu'on ne revenait pas, tout ça. On était tous des jeunes. Hein? On avait 28 ans, 25 ans, 15 ans, 20 ans, 21 ans. On était tous des jeunes, les commandos Ali Roja. Dès le premier jour, j'ai rencontré Ali Roja, le commando Ali Roja. Je le connaissais parce que c'était un gars du quartier. C'était mon voisin. Sa sœur habitait le quartier. Lui, il habitait El Billard, plus haut. Mais il venait chez sa sœur. Comme j'étais infirmière, on m'a tout de suite pris au maquis et là, je soignais les blessés au maquis. Alors, on nous a organisé, on nous a envoyés dans les infirmeries. Parce qu'il y avait des infirmeries, il y avait des médecins avec des infirmières. Alors, on nous a affectés. Il y avait des médecins, mais ils étaient très peu. Ils m'ont donné un uniforme à moi aussi, un pantalon, toute une tenue. Quand vous aviez une embuscade, ça se passait comment? Notre objectif déjà, c'est les armes et les munitions. Et l'habillement. L'habillement aussi? L'habillement, ah oui. Pourquoi? Avec quoi on va s'habiller? On est obligé, alors on s'entraîne, alors on ouvre la ceinture. Il faut que ça soit 3 minutes, 2 minutes, c'est tout. On ouvre la ceinture, on le remonte, on s'entraîne. Hein. Tac, 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 on ouvre, et puis on tient de là, et puis on le tire comme ça, et tout de suite, il faut attacher là. Parce que vous n'avez pas le temps. Vous avez votre arme. Alors, on ouvre là les boutons, et on tient de là, on tient de là, et puis là, tout de suite, là, il faut l'attacher. Il faut prendre la tenue. Parce que la tenue, c'est très important. Pas au gaz. On n'en avait pas. Des fois, quand on voit, je m'excuse, le linge de corps, hein, je ne dis pas déçu parce que le linge de corps, on voit qu'il est bien
On le prend aussi, on n'en a pas. On le lave, des fois on prend les habits avec son sang. On s'habille comme ça. Quand on faisait une embuscade, il fallait tuer, déshabiller et se tailler. On avait un poète, Abderrahman Lala, qui a résumé ça en une phrase: rien ne sert de mourir, il faut vaincre et courir. Parce que dès qu'on fait l'embuscade, quelques minutes après, l'aviation, elle est sur nous. Les postes qui encadrent la région sortent et l'état-major ennemi, dès qu'il arrive, bon, on s'est taillé, parce que moi, après l'embuscade, je l'ai fait marcher. Hein. Je l'ai fait marcher jusqu'à la tombée de la nuit. Combien de kilomètres? Jusqu'à la tombée de la nuit. On ne s'arrêtait pas, on marchait des fois 5 heures, 6 heures, 7 heures, 10 heures. 10 heures, 11 heures. Donc, il fallait partir jusqu'à la tombée de la nuit, s'arrêter à une déchira pour se ravitailler, se restaurer et continuer la lutte. Les dépouilles des soldats français auraient été profanées, Eh ben, ils ont été profanés, ça, on ne peut pas cacher ça, ils seraient profanés par la population. La population, elle a subi quelques jours avant un bombardement, je ne sais pas. Après c'est la population qui a fait. C'est pas Ali Khoja. Hein. Je connais très bien Ali Khoja et je connais des unités. L'essentiel dans une embuscade, c'est de récupérer les armes et l'habillement. L'habillement, si quelqu'un est mort, pourquoi le mutiler? Traités en hors-la-loi par les autorités françaises, les maquisards veulent au contraire imposer une image de combattants réguliers, engagés dans une guerre légitime. Avec l'embuscade, ils imposent leur supériorité dans la montagne face à l'armée française. Un argument de poids pour inciter les populations à les soutenir. Depuis 1955, le FLN poursuit son action pour convaincre les populations des villages. Un à un, les villages, les déchras, sont ciblés. S'engage alors une opération en plusieurs temps. D'abord arrivé chez un militant local lié à l'organisation spéciale, l'OS, la structure clandestine mise en place dès la fin des années 40. Quand on arrivait chez le militant de l'OS, on arrivait toujours la nuit et on essayait de faire le moins de bruit. On arrivait chez lui, le chef de groupe frappe la porte, et là, on lui dit, on est venu pour organiser cette déchira. Et là, il va nous dire, par exemple, que ce que vous disiez tout à l'heure, le garde champêtre continue à se taper la bouteille. Le responsable du village, il va voir toutes les semaines le caïd, par exemple. Le caïd. Telle personne a des mauvaises mœurs. Et il faut une étude socio-économique de la déchira. Le lendemain, dans la journée, on se rase, on se prépare, on change d'habit pour présenter un demi-groupe bien habillé. Bien habillé, c'est-à-dire quand j'ai bien habillé, habillé militairement, pas disparate. Avec les meilleures armes. S'il y a quelques armes de guerre, on les présente au peuple, c'est-à-dire on leur donne. Les autres sont envoyés sur telle crête pour, à telle heure précise, la nuit, ils allument le feu et ils tournent autour du feu pour donner l'impression qu'il y a une troupe très importante qui est en train de passer à côté de leur village. Suite de l'opération, débarqué accompagné du militant local chez le responsable du village qu'il faut faire basculer. Quand il ouvre, on l'a pas. On va tout manger, nous. Nous sommes très faibles. On est venu pour organiser ta déchira. C'est la dernière à n'avoir pas été organisée. On lui fait croire ça. Bon. Et on lui dit, sors et amène tout le village, va réveiller tout le village pour qu'on se retrouve à telle place.
Alors, des fois, dans le zèle, il est tout content. Il dit, voilà mon arme. Non, 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 tu la gardes, tu viens là-bas. Et on va te présenter à la population que tu es déjà un militant et que tu as caché ça parce que c'était militant clandestin. Clandestin. On est tout heureux, tout heureux. Hier, une minute avant, il travaillait avec l'administration, il collaborait avec l'administration. Là, on le prépare et on le lave, on le javélise en quelque sorte. Et il trouve une virginité, voilà, il est algérien et patriote. Il est tout heureux, il fait même du zèle. Et il rassemble tout le village à tel endroit. Et là, il y a le cinéma, la mise en scène qui fonctionne. Bon, tu vois, ouais. Même s'il y a des gens qui veulent partir se tailler, ils disent, oui, nous sommes encerclés et tout ça. Et ils attendent, et il y a un discours. Yadra, rakom Jazaïrin ou la Marakom Jazaïrin. Vous êtes des Algériens ou vous n'êtes pas bien? Alors il y a la population. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr que nous sommes Algériens. Et je peux vous dire qu'ils étaient convaincants, les gens du FLN. C'est que les gens, ils ont rallié les rangs, c'était par conviction. Mais eux, ils étaient quand même, ils avaient des principes. Il y avait de la discipline. Hein. Un jour, on fait le tour du village, bon, on recense tous les gens qui ne faisaient pas la prière. C'était très important. Et il fallait faire un amalgame, enfin un mélange. Comment dirais-je? La guerre, c'est presque une guerre sainte. Il faut être bon musulman, un bon musulman, ça défend son territoire. Les gens qui ne faisaient pas la prière? Les gens qui ne faisaient pas la prière, on les a recensés, on les a cravachés. Et je me souviens de la cravache, elle était noire, elle faisait 1 mètre de long, comme ça. On a cravaché des vieux qui avaient même 60 ans, 62 ans, parce qu'ils ne faisaient pas la prière. On les a cravachés en public? Ah oui, en public. Dernier avertissement. Tout le monde faisait la prière. Et ensuite, on a poussé les gens à s'instruire. C'était tout le monde qui venait à l'école coranique pour apprendre à lire et à écrire. Ce que j'ai dit encore là-bas. Comment gagner une guerre si on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire? Donc c'est tout le monde qui s'amusait. À 40 ans, 50 ans, on commençait à apprendre l'alphabet et essayer de casser la tête pour écrire. Hein. Dès 1955, des assassinats sont perpétrés sur des personnes accusées de lien avec l'État colonial. Des menaces ciblées sont adressées aux élus indigènes, aux caïds nommés par les Français, ou encore aux gardes champêtres. Avis à ceux qui ne démissionnent pas. Tout réfractaire sera puni par la peine capitale. Oui, on voyait surtout ceux qui travaillaient pour l'administration coloniale ou ceux qui étaient, enfin, parlant de gardes champêtres, de caïds, de Bachaga et tout ça, on les appelait pour rejoindre leurs frères. C'est pas en leur disant que c'est pas avec le couteau, mais il y a toujours un petit truc. Il faut rejoindre. Prenez vos responsabilités. L'Algérie est en guerre. On n'a pas le droit de rester neutre. Voilà, c'est tout. Au printemps 1956, la situation est encore instable. Certains habitants cherchent la protection de l'armée française qui met en scène ses ralliements. La région de Palestro est un espace de transition, un véritable front. Pour le FLN, comme pour les autorités françaises, il s'agit de repousser la zone d'influence de l'autre, créer 2 camps, obliger les populations à se déterminer. Dans la vallée, les Européens sont directement visés. 2 mois avant l'embuscade, un groupe de maquisards attaque 2 fermes. Près de Palestro, au cœur de ruines dévastées, sont retrouvés les cadavres de 7 Européens. Auprès d'eux, un enfant de 4 ans, le petit Gérard Servat, blessé de 2 balles et laissé pour mort près de ses parents abattus. Je me souviens d'avoir le tracteur de mon père qui faisait du bruit dehors et d'être sorti pour... parce que c'était plus personne ne bougeait là et de courir voir mon père. Et mon père avait été abattu en descendant du tracteur. Ils sont venus chercher ma maman et moi-même qui étions dans l'autre bâtiment. On a traversé la cour, ils nous ont mis chez les grands-parents et a priori ils ont essayé d'abattre tout le monde. Mais je ne sais pas par quel miracle, je ne sais pas.
On peut dire n'importe quoi, que ma mère m'a poussé, que ma mère m'a protégé, que bon, j'ai été blessé, quoi. Mais bon, je ne suis pas décédé. Les funérailles des malheureuses victimes se déroulent à Rouiba devant une foule énorme dont la fièvre aura peine à être contenue à l'issue de la cérémonie. La colère des Européens à l'encontre des populations indigènes est d'autant plus vive que d'anciens souvenirs remontent. Au printemps 1871, 85 ans quasi jour pour jour avant ce printemps 56, un enchaînement de violences, déjà, a marqué la région de Palestro. Massacre d'Européens dans la vallée, embuscades sur les hauteurs, mutilations. Ce printemps 1956 frappe les esprits comme une réplique de la dernière confrontation armée entre populations européennes et indigènes, au début de la colonisation française au XIXe siècle. Témoignage d'un colon. Cette région a toujours eu mauvaise réputation. Jetez un coup d'œil sur ce monument, la statue près de l'église. En avril 1871, 57 colons français, dont le maire et le curé de Palestro, ont été massacrés. Juste après l'embuscade qui a coûté la vie aux 20 soldats de la section Arthur, l'officier Sass lui-même souligne une résonance avec les événements du siècle passé. À propos de l'acharnement des habitants de Djerra, le village proche des lieux de l'embuscade, il écrit « Pays très pauvre, où les habitants ont peu bénéficié des avantages de notre présence. Ces populations en apparence relativement calmes, lorsqu'elles se sentent les plus fortes, peuvent devenir terribles. » Il conclut ainsi « Ce sont là les séquelles de la répression de 1871. » Que s'est-il donc passé à Palestro, qui soit resté à ce point gravé dans les mémoires européennes et indigènes, pour que le lien entre les événements semble si évident à 85 ans d'écart? Pionnier de la colonisation à Palestro, Dominique Bassetti était l'homme fort du village. Il a été tué en 1871 en tentant de repousser l'assaut des tribus insurgées des montagnes alentours. Parmi les chefs de tribus qui ont attaqué les colons lors de cette insurrection de 1871, l'aïeul de Mahmed Boukercha, héritier d'une autre mémoire. Ces enfants que vous voyez là, nous arrivait souvent de nous asseoir comme ça. Ça, c'est des Européens. Et nous arrivait de nous asseoir parce que c'était la route de l'école. C'était un mastodonte, quelqu'un qui a de grosses moustaches et qui est méchant. Les gens, parce que les gens ont certainement connu, il y a eu des contemporains qui ont dit à leurs enfants. Parce que dans l'absolu, 1871, c'est pas loin. C'est pas loin. Moi, mon grand-père est né en 1831. Donc il a certainement connu ce Bassetti-là. Il a dû le voir. Donc, il a dit à son fils, qui me l'a dit à moi. D'après mon père, ce que lui avait dit son père, de 1830 à 1871, c'était la révolte permanente et la répression permanente et la spoliation permanente. À entendre ce qui se transmet dans les familles de génération en génération, il y aurait donc bien une question liée à la terre qui expliquerait ces tensions durables, ces accès de violence espacés dans le temps, sans lien apparent. Peut-on s'installer sans dommage sur le territoire d'un autre? N'y a-t-il pas là une blessure originelle qui jamais ne se referme? Pour tenter de comprendre, il faut revenir à la création du village de Palestro, point de départ de l'implantation française dans la région. Créé de toutes pièces en 1868 sur la route impériale d'Alger à Constantine, alors en construction, c'est un village à la française, sa mairie, son école, sa gendarmerie. Près de l'église, le lot de Dominique Bassetti, le responsable du village colonial. Sur ces lots, les colons sont essentiellement des hommes originaires d'Italie, venus dans la région pour construire la route. Près du marché, quelques lots reviennent à des personnalités indigènes comme Ahmed Ben Daman, Caïd Dehamal. Voilà. Historien de la colonisation, André Nouchy était dans les années 50 un jeune chercheur.
Natif de Constantine, arabophone, il a eu accès à des archives inexploitées sur l'appropriation des terres coloniales. Dès que j'ai ouvert les premiers bouquins sur la vie rurale, c'était terrifiant. C'était terrifiant parce que je me suis aperçu que ça avait été une spoliation. Spoliation des terres du monde algérien vers le monde français. Pour André Nouchi, le grand tournant des appropriations de terres remonte au sud de l'insurrection de Mokrani. Cette région, elle débouche sur le Constantinois, c'est-à-dire essentiellement sur la zone qui était dominée par la personnalité des Mokrani. Et les Mokrani, Mohamed al-Hajj al-Mokrani, c'était le propriétaire le plus important, c'était le chef le plus important des chefs de tribus algériennes dans la période 1830, 1870, 1871. C'était un personnage qui traitait d'égal à égal avec le bey de Constantine. Pourquoi? Parce qu'il tenait le passage du constantinois à l'algérois, par Palestro. 1870. La France perd la guerre contre la Prusse. C'est la chute de Napoléon III et l'avènement de la Troisième République. En Algérie, une terrible crise perdure. Mauvaise récolte, famine, tremblement de terre, épidémie. Mokrani, qui s'était fortement endetté pour venir en aide à ses paysans, se retrouve acculé par les banques. Avec le changement de régime en France, il sait que les tenants d'une colonisation agricole massive vont l'emporter en Algérie. Il ne perçoit qu'une seule issue, la révolte. En Kabylie, une personnalité religieuse de premier plan rejoint l'insurrection. Cheikh Haddad, l'un des chefs de la puissante confrérie de la Rahmaniya, appelle à son tour à la guerre sainte. Dans la région de Palestro, le frère de mon grand-père faisait partie, comme toutes les familles de la région, les gens de la région, de la Rahmaniya. La Rahmaniya qui avait une grande importance, une grande puissance de conviction et de mobilisation religieuse. Moi, dans ma famille, on a toujours été persuadé que l'étincelle est venue de là. Le 20 avril 1871, à Palestro, symbole de l'implantation française, l'insurrection qui embrase l'Est et le centre de l'Algérie prend une tournure particulièrement violente. Des centaines d'assaillants déferlent des montagnes et attaquent le bourg colonial. L'appel à la lutte contre les colons et contre la domination étrangère. Et contre des gens, parce qu'à l'époque, le mot religion n'avait pas la même signification. L'islam de l'époque était autrement plus tolérant que... Ce n'est pas accepté d'être dominé par d'autres personnes qui viennent d'ailleurs et pour vous dominer sur votre propre sol, le sol de vos ancêtres. 4 jours plus tard, un détachement de l'armée française appelé au secours des colons arrive sur place et ne découvre que désolation. Les dépêches de l'armée donnent une idée de la violence de l'affrontement. Extrait. 46 cadavres sont étendus çà et là au milieu du village, dépouillés de leurs vêtements et laissant à découvert de nombreuses blessures. Les militaires apprennent que les insurgés ont regagné les montagnes avec des prisonniers, notamment les femmes et les enfants des colons. Un détachement se lance à leur poursuite. Les dépêches des militaires décrivent les Kabyles en embuscade, qui les harcèlent depuis les hauteurs. L'armée désigne comme une figure de l'insurrection le caïd des Hamals, Ahmed Ben Daman, décrit comme un des combattants les plus acharnés. Mais son rôle semble ambivalent. D'autres rapports le désignant comme l'un de ceux qui va permettre la libération des prisonniers, sains et saufs. Une fois les prisonniers libérés, le caïd des Hamals et les siens sont directement visés en tant qu'instigateurs de l'insurrection. Menée par le colonel Fourchot, la répression s'abat sur toutes les montagnes environnantes. 8 mai 1871. L'officier en charge de la répression écrit « Nous avons brûlé hier les villages des Hamals.
Dans l'un d'eux, nous avons trouvé les vases sacrés provenant de l'église de Palestro. En retrouvant les vases, l'armée estime détenir la preuve ultime de l'implication des tribus, qui vont payer le prix fort non seulement dans les temps suivant l'insurrection, mais des décennies durant. Les conséquences ont été dramatiques, ont été affreuses. On a d'abord frappé toutes les tribus révoltées, et il y en avait pas mal. On les a frappées d'une contribution de guerre qui, comparativement à l'indemnité que la France a payée aux Prussiens, 5 milliards de francs or en 1871 après le traité de Francfort, cette contribution de guerre qui a été imposée aux Kabyles, à toutes les tribus dont on disait qu'elles s'étaient révoltées, ça a pesé plus lourdement sur chaque Algérien que sur chaque Français. Des procès devant les tribunaux, devant les cours d'assises, où les jurés n'étaient composés que d'Européens et qui n'avaient qu'un seul souci, c'est d'envoyer au bagne ou à la guillotine le maximum, ou à la fusillade, le maximum de suspects ou de coupables. On a distribué les années de bagne, les mises à mort, entre 1871, 72, 73, 74, d'une façon abusive. Parce que c'est des convois entiers qui ont été formés après jugement, etc., pour déportation en Nouvelle-Calédonie, aussi bien les gens de Hamel, que les gens de Beni Khalfoun, que les gens de Boudrbala, que les gens de Maalla, que les gens des Zouata. Distribution de guerre et le séquestre. Par le séquestre, les tribus sont dépossédées de leurs terres. Un cinquième des surfaces doit être immédiatement cédé à l'État. Pour le reste, les propriétaires doivent racheter leurs biens séquestrés s'ils veulent les conserver. À expiration d'un délai fixé à quelques années, les populations déjà étranglées financièrement n'ont pas toujours les moyens de les racheter. Leurs terres deviennent alors propriété de l'État. Au nord-ouest de Palestro, la tribu des Hamal doit céder ses terres les plus fertiles. La tribu des Beni Khalfoun doit abandonner un tiers de son territoire en livrant aux colons les meilleures terres sur l'autre flanc de la vallée. Condamné à mort, le caïd Ben Daman n'en est pas moins frappé de séquestre. Le décret paraît au journal officiel. Sont atteints notamment par le dit séquestre des biens de toute nature, partout où ils seront reconnus en Algérie, appartenant au sieur El Hadj Ahmed Ben Daman, ex-caïd des Hamal. Et ceux qui étaient propriétaires se sont retrouvés employés comme ouvriers agricoles, parce que ces propriétaires n'étaient plus propriétaires, ils étaient devenus ouvriers agricoles, ou ils étaient devenus khames, c'est-à-dire pratiquement des métayers au tiers, au quart, au quint, au cinquième, comme l'indique le mot de Hamas. Et donc c'était une déchéance absolue. Le traumatisme de l'insurrection du printemps 1871 reste vif aussi chez les Européens. Les colons ont peur. Dans le souci de se défendre contre les populations des montagnes, ils souhaitent rééquilibrer le rapport de force en étendant le périmètre de la colonisation. Le séquestre leur en donne l'opportunité. Après l'insurrection, Palestro ouvre ses ailes et s'étend des deux côtés. Les lignes rouges indiquent les nouveaux lots de culture. À l'est, le territoire de Palestro s'étend vers la Kabylie. Et puis vers l'ouest, le long de l'Oued, en direction de la grande plaine fertile de la Mitidja. La colonisation prend un nouvel essor. 4 nouveaux villages sortent de terre. Le verrou vers la Mitidja est renforcé par l'implantation de l'autre côté des gorges de Beni Amran. 1872. Le village de Palestro renaît grâce à de nouveaux migrants venus essentiellement de la Drôme et des départements d'Alsace-Moselle. 1879. Palestro devient une commune de plein exercice, exacte réplique des communes de métropole.
Elle compte 500 Européens pour 2200 indigènes. Les habitants des montagnes, eux, dépendent de la commune mixte où s'exerce une logique purement coloniale. Ils ne sont que des sujets français, soumis à une réglementation spécifique et discriminatoire, l'indigénat. 1885, les infrastructures se développent, le train Alger-Constantine s'arrête à Palestro. 1890, inauguration du monument Bassetti à l'emplacement de la fosse commune contenant les dépouilles des colons massacrés en 1871. L'édifice a été financé par une souscription lancée dans toute l'Algérie. Dans la première moitié du XXe siècle, le bourg prospère. 5 auberges, 4 cafés, 2 hôtels accueillent les touristes attirés par les gorges toutes proches. Dans la vallée, on cultive les oliviers, la vigne, on exploite les chênes lièges. On compte aussi une papeterie, une mine de fer. Dans les rues de Palestro, les 2 populations cohabitent, travaillent ensemble, mais ne se mélangent pas vraiment. Puisque certains documents de ma famille qui parlent de terrain, de racheter au prix de 1000 efforts, etc., ex-terrain séquestré et tout, quand dans l'intitulé, ils disent X. Par exemple, j'ai des documents de mon grand-père maternel, qui est Kefif Madani Ben Ali, qui avait racheté des terrains et ça. À la fin, ils disent en qualité de Français musulmans non citoyens. Ça veut dire quoi? Je pense qu'il y a eu dans la mémoire populaire, d'ailleurs la mémoire populaire a conservé dans des chansons, dans des poèmes justement, cette dépossession, ce séquestre. Nous avons par exemple dans les poèmes de Simahand, qui est un poète kabyle du 19e et surtout du 20e siècle, nous avons là des traces de cette dépossession, de cette déchéance morale, sociale, qui a touché à leur honneur, à leur dignité. Il y a un poème où le poète dit 1871 fut l'année de notre malheur, nous avons été brisés comme une assiette, nous avions tout, nous ne sommes plus rien. C'était ça. Disait Papa Al-Hajj, Papa Chéri, je traduis, hein, c'est en kabyle. Papa Al-Hajj, Papa Chéri, depuis que tu es parti, le Roumi nous a tyrannisés, ton flambeau reste allumé, tes enfants grandiront, un jour ils reviendront. C'était ça. C'était traduction intégrale. Nous, les enfants, quand nos mamans voulaient le grand, on n'avait pas où aller. On était à côté, on attendait la fin. Et on dormait à côté. On dormait avec le bruit du moulin, c'est comme un instrument de musique, et puis les paroles qui venaient. Il faut voir, c'est une sacrée tonalité. Quand quelqu'un souffre et qu'il chante, vous sentez quand même l'émotion. C'était pas très gai, comme on dit. Et avec ça, nous, on sentait qu'il y avait de la tristesse et ça nous poussait à dormir. Je me souviens quand on moissonnait, j'étais jeune, les moissons, etc. Parce que c'était un plateau, donc on permettait de planter du blé, etc. Les gens chantaient un couplet sur un versant et les autres en face un autre couplet. Des chansons patriotiques déguisées en chansons d'amour du terroir, d'amour du blé, mais tout tourné autour de récupérer. Mais la notion de revanche a toujours existé.
Revanche, sur qui? Peut-être pas seulement sur les colons. Sur le sort, sur l'histoire, sur récupérer sa terre. Récupérer sa terre et sa dignité. سيزيك تروحي مزغورة استرقزا أشحال قموثان أني لي غام نكنيخ أنسعو الحرية خاس ما نموت نكني لراو نتمور. Regardez, ça me rappelle la Haute-Savoie. Ça. Avant de monter au maquis à l'âge de 20 ans, Mustapha El Blidi a passé son enfance sur les hauteurs de Blida, à quelques dizaines de kilomètres à vol d'oiseau de Palestro. Ma maison elle a été bombardée dans les années 57 par l'armée française. Et parce qu'on était connus, parce qu'on était 3 au maquis. Les 2 garçons, ils étaient au maquis avec notre père. Alors, et ma mère, chaque fois, il y avait un capitaine Barou qui l'arrêtait tout le temps. Il lui dit, oui, sont la Falaga. Oui, sont tes enfants. Il dit, elle ne sait pas. Elle parlait pas le français, elle parlait que l'arabe. Il dit, je sais pas où ils sont. Son frère et son père ont été tués au maquis. C'était pour nous, c'était quelque chose. Il y avait beaucoup de figuiers ici. Il y avait un prunier là-bas, juste un petit peu plus bas là. Et là, on travaillait la terre. Quand il arrive le moment, alors on travaillait la terre avec nos mains et on faisait des petits pois, on faisait du fève, on faisait pas mal de légumes, Et quand on en a plus, alors on le descend en ville, on le vend. On fait le porte-à-porte chez les Européens, on faisait le porte-à-porte et on leur apporte des légumes. Quand j'étais gamin, je marchais pieds nus. On chassait des lièvres dans la forêt, et après on met sa peau, on fait la peau séchée et on trouait de chaque côté, on mettait des morceaux de tissu comme ça pour qu'on n'a pas froid et on marchait avec ça. Après, on a commencé les pneus. On coupait les pneus et on faisait des petits trucs en cuir et on attachait et le bas c'est les pneus de voiture. Et là, quand j'ai pris le maquis, c'est là où je commençais à avoir une paire de chaussures jusqu'à le jour où je l'ai enlevé dans le chose d'un mort. Ça a été dans une embuscade, et c'est là où j'avais enlevé la tenue et en même temps la chaussure. Mais la chaussure, elle était plus grande. Mais je mettais des chiffons dans l'intérieur pour marcher. Au nom de la République, liberté, égalité, fraternité, on a pratiqué une politique illégitime, d'inégalité et tournant le dos à la fraternité. Un exemple très clair de ce que j'avance, c'est par exemple l'école. L'école, moi j'ai fréquenté l'école publique laïque obligatoire en Algérie dans les années 30. J'avais dans la classe un certain nombre, dans mes classes, les classes que j'ai suivies, j'avais un certain nombre de mes camarades qui étaient arabes, des Algériens. Ils appartenaient pas au gratin de ce monde arabe. C'était souvent des petites gens. Mais ces enfants ne représentaient que 5 à 10% de la population scolarisable. Les écoles primaires ont été construites d'abord dans les villes et les villages de colonisation.
La grande majorité des enfants indigènes en est donc exclue. Dans les années 40, Mustapha El Blidi a pourtant espéré rentrer à l'école. Le directeur, il était là, et il l'appelait, il a sorti la liste, et commençait à appeler à tout le monde. Après, ils m'ont mis dehors, parce qu'il n'y avait pas mon nom. Et ma mère, elle est rentrée, elle a commencé à pleurer, il lui demandait si elle pouvait me faire rentrer. Elle a dit non, 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 non. Alors, je suis remonté en montagne avec ma mère. Et je suis allé, parce que l'école de Coran, de Louha, là, qu'est-ce qu'on appelle la planche, dans le temps, c'était loin. Il faut que je fasse 3 heures, 4 heures pour y aller à l'école. Et je suis allé quelque temps pour lire l'arabe, mais j'arrivais pas. J'arrivais pas, et ma mère, elle n'en avait pas. J'ai commencé à travailler à l'âge de 2 ans. J'ai commencé à travailler. Au début des années 50, le taux de scolarisation a légèrement progressé, mais reste encore très faible. On atteint à peine les 15% d'enfants scolarisables. Ça, c'est moi. École élémentaire, 2e année. 54-55. Mahmed Boukercha était un des rares enfants de la montagne à suivre les cours à l'école de Palestro. Son père y tenait un commerce. Ça, c'est une photo prise avec des jeunes employés que mon père employait dans son restaurant, dans la cour certainement. C'est des copains, moi. Bon, moi, j'allais à l'école, eux pas. L'école de Palestro était composée d'enfants algériens et d'enfants français, fils de petits employés, des postes, des ponts et chaussées, des contributions, fils d'instituteurs, et puis des fils de colons. Rares les fils de colons. Parce que généralement, ils allaient tous dans des institutions religieuses et payantes. Mais la ségrégation se faisait par le matériel. C'est-à-dire beaucoup de gens ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les vêtir, de leur acheter les vêtements qu'il faut pour l'école, de leur acheter les fournitures qu'il faut pour l'école. Il n'y avait pas. L'école était une école républicaine, si vous voulez. L'école était une école républicaine où on nous apprenait que les gens sont égaux et que la liberté, c'était le terreau d'ailleurs. C'est ça qui a fait qu'après, beaucoup de gens instruits, etc., ont commencé à se poser un certain nombre de questions. Moi, personnellement, j'ai commencé à me poser ce genre de questions à partir de l'âge de 9 ans, 10 ans. Quand, par exemple, vous passez dans un endroit et que votre père vous dit ici, ça appartenait à mon arrière-grand-père. Là, c'était le marché de nos ancêtres. Là, c'était ce colon, il est installé sur les terres qui ont été spoliées à telle ou telle famille. Vous commencez à vous poser des questions. Et puis après, c'est venu très vite. Parce que 54, 55, 56, ça a commencé à devenir très violent. Quand vous sortez de chez vous et pour aller à l'école, et vous voyez les hélicoptères tournoyer sur les crêtes et lâcher des bombes, du napalm, etc. Oui, bien sûr, tous les jours. Juin 1957. Un an après l'embuscade, un cran de plus dans la pression que l'armée française exerce sur les maquis. Pour les priver du soutien des habitants, on décide de vider les montagnes autour de Palestro. Les populations qui ont déjà subi la violente répression consécutive à l'embuscade se retrouvent une fois de plus en première ligne. Deux avions de reconnaissance sont venus, ils nous ont déversé des tonnes de tracts dessus. Vous avez 48 heures pour quitter le village. Sur les tracts déversés sur la montagne des Hamals par les avions de l'armée française, on lit « Vous qui n'avez cessé de ravitailler les rebelles, les héberger, vous dont les maris, les fils ou les frères ont pris les armes contre la France, l'heure du châtiment est venue. » Après le 30 juin 57, il sera interdit à quiconque, homme ou bête, de séjourner dans la zone évacuée.
Toute personne trouvée dans cette zone sera abattue sans sommation. Telle est la sanction qui a été décidée et sera appliquée sans aucune défaillance. Et on a quitté le village comme ça, pêle-mêle. On est parti, on s'est réfugié chez une tante à Palestro. Hein? C'était tout le monde a quitté le village. Jarrah, Oulad Belmou, toutes les régions, c'était des zones interdites. Habitant sur les hauteurs de Palestro, la famille de Mosrir Baïtesh est prise dans la nasse. On n'avait rien emmené avec nous, rien, mais rien de rien. Même pas le moindre vêtement, ni la moindre couverture, ni la moindre denrée alimentaire. C'était plutôt une chasse. Toutes les personnes étaient évacuées manu militari. C'était vraiment la désolation. Ouais. Ils ont brûlé les maisons, ils ont brûlé tout. احنا كي هربنا حنايا احنا هربنا ومانك خليناها في الدار وجدك الله يرحمه هو خرج واش شو هكذا باش ما يربطوه باش ما يضربوش ديك الساعه ضربوه للكراعين طاح ثما ديك الساعه نهار حنا هربنا وهما لحقوا عنده العجوز ذاك الشيخ زادوا كملوا له قتلوه وهذيك العجوز شدوها بالمطرق جبشوا يخبطوا فيها خرجت الشتات كانوا في الدار خرجتهم في الدار وهما يمشوا يخبطوا فيها حتى يخبطوا فيها لحتى الحق الكبير تاعهم قال لهم هذه وعلاه تضربوها قال لهم هذه ما تضربوهاش هذه مرض ديك الساعه كزقع عليهم يا اخي دقدقوها ما خلوش فيها مسكينه. À l'entrée des gorges de Palestro, un centre de regroupement est installé pour recevoir les habitants des montagnes environnantes qui n'ont pas la chance d'avoir de famille en ville pour les héberger. Encadrés par les soldats, les habitants évacués sont réquisitionnés. Il reste essentiellement des femmes et des enfants. Ils doivent démonter leur propre maison pour en reconstruire d'autres dans l'enceinte du camp. Un nouveau village est ainsi créé de toutes pièces, baptisé Amal, en référence à la montagne toute proche. Le regroupement, il y avait beaucoup d'enfants qui se retrouvaient dans une promiscuité très difficile à vivre, et dans des conditions d'hygiène, mais alors déplorables. Donc c'était une vie vraiment, vraiment difficile. Bon, mais quelque part, ça nous a permis d'aller à l'école parce qu'on était regroupés, on pouvait aller à l'école. Et c'est peut-être grâce à ces regroupements que j'ai pu aller à l'école moi-même. Sinon, de la montagne là-haut, je ne pouvais pas descendre tout seul à l'école. C'était quasiment impossible. Donc, si on peut dire quelque part, ça nous a permis d'aller à l'école. Ça, au moins, c'était quelque chose de bénéfique pour nous. Au début de l'indépendance, les gens ont bien tenté de retourner là-bas. Mais comme, vous savez, c'est 5 ans de vie dans le regroupement, ça a modifié complètement notre mode de vie. Et que les gens qui vivaient de la culture de leur pain de terre dans la montagne, bon, ils ont commencé à se débrouiller comme ils pouvaient. Donc, ils se sont organisés d'une autre manière pour subsister. Et puis, retourner à la montagne, c'était pas commode parce que, bon, il n'y avait ni eau, ni route, ni chemin de... Il n'y avait rien. Et puis, ça a donné un coup terrible à ce qui s'est passé sociologiquement dans ce pays après, parce que les gens ne sont plus jamais remontés. Ils ne sont plus jamais remontés dans la montagne. Ils sont restés ni citadins, ni ruraux, ni... Ce jour est le jour de la victoire du peuple. En ce jour historique, toutes nos pensées vont vers nos frères et nos sœurs tombés au champ d'honneur. Ça, c'est moi. L'indépendance, c'était en 1962. Donc, comme c'était une zone interdite, en 62, nous sommes remontés pour voir le village où je suis né, pour voir un peu les détails, etc. Et avec des amis,
et grimper sur le sommet de la montagne qui surplombe Aïd Ahmed. Donc en contrebas, on voit le Wadi Ser, la voie ferrée, les gorges. D'un côté des gorges, la commune de Hamal, restée là, sur les lieux mêmes du camp de recoupement. Au bord de la route, la maison cantonnière, d'où partit la section Arthur, un 18 mai 1956. De l'autre côté des gorges, dès l'indépendance, Palestro a été rebaptisé Lahdaria, en hommage à Sil Lahdar, compagnon de Ali Khoja et grand chef militaire de la région. Très vite, le monument Bassetti a été rasé. Bien des années plus tard, en 2007, les restes mortels des Européens de Palestro ont été déplacés et inhumés sous une stèle à une 60aine de kilomètres à l'intérieur des terres. Comme pour les 23 000 autres Français morts pour la France en Algérie, une pierre a été scellée dans le granit au nom de chacun des rappelés de la section Arthur, au mémorial de Montredon-l'Abbessonnier. Une fillette nue qui hurle et court pour échapper aux flammes. C'est l'une des photos les plus connues de la guerre du Vietnam. Dans un instant, toute l'histoire de ce cliché est celle d'une petite fille qui doit peut-être la vie au pouvoir de l'image. Ce programme vous a été présenté en partenariat avec France Culture. Dans l'Angleterre pré-victorienne, une jeune rebelle se prépare un destin hors norme. L'histoire de l'écrivain Jane Austen. C'est demain, à 20h40, sur Arte. Ce film est accessible en version originale sous-titrée sur le 2e canal. Si le patient atteint de la maladie demeure dans son foyer, l'aide naturelle sera très souvent la personne conjointe. La maladie d'Alzheimer, c'est ça. En quelle année sommes-nous? On en est rendu là, Grant. Fiona, je suis ton mari. Fiona porte un pull qui n'est pas elle. Et la maladie d'amour? Tu as été longtemps absent. Avons-nous réglé la note? C'est ça. Loin d'elle, un film touché par la grâce. Lundi à 20h35. Et tout de suite, portons notre regard sur la photo de la petite fille brûlée au napalm et sur son histoire. Attention, ce programme comporte des scènes dont la violence physique ou psychologique peut heurter les personnes sensibles. My fear was always we lose them too. Well, in 1972, Nick left comfortable Saigon at 6, 7 in the morning and ran into this military operation. I picked up my 300 camera, took a foot picture, all of them coming down. And a bomb explosion, napalm explosion. I hear all the tunes screaming. Oh my gosh, I said, wow. And then I run there and take a picture.